Et on dit que l'homme de 200 ans, 300 ans est déjà né. Donc tout va être changé dans le futur. Et j'appelle donc mon ami Alain Gervex, qui est le chef département de pédiatrie de Genève, pour nous parler de cette médecine du futur. Merci Alain d'être là. Merci. Voilà, bonsoir et merci de m'accueillir. Je remercie principalement et particulièrement le comité d'organisation de la PELIP et puis son président d'honneur, mon ami Hassan Afilal. C'est naturellement un plaisir de faire cette présentation et surtout d'ouvrir en fait cette 14e congrès de la PELIP qui me donne effectivement l'occasion de vous parler un peu d'un thème un peu peut-être plus novateur qui est un peu la médecine du futur. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'apprécie énormément votre pays. Je viens aussi souvent que possible, même lorsque parfois il arrive quelques mésaventures. Et lorsque j'étais au Maroc au mois d'octobre dernier et que je rentrais de Marrakech sur l'aéroport de Rabat et que ma voiture avec le chauffeur s'est retournée, que je me suis retrouvé dans un ravin, eh bien j'ai été totalement épargné et je me suis dit, même ici, il y a un Dieu qui protège les petits Suisses. Alors pourquoi pas revenir plus souvent? Mais enfin, revenons au présent, revenons à votre belle ville de Rabat, et surtout, plus que le présent, essayons de nous projeter un tout petit peu dans le futur. Et ce que je voulais faire ce soir, justement, c'était essayer de revoir avec vous quelles pourraient être certaines technologies digitales qui pourraient à terme transformer notre profession et surtout, peut-être, aider là où il y a encore de l'injustice. On peut représenter notre monde par la superficie des pays. La Suisse est toute petite, le Maroc est beaucoup plus grand, mais le Brésil est encore plus grand, la Chine, le Canada sont encore plus grands. Il y a déjà là des inégalités dans la superficie de chacun des pays. Mais on pourrait remplacer cette carte, non pas en prenant la superficie des pays, mais par exemple la densité médicale. Et vous voyez qu'il y a des pays, dans ce cas-là, qui deviennent totalement hypertrophiés, comme Cuba, comme l'Italie, comme la Grèce, où il y a quasiment un médecin pour 600 patients. Et d'autres pays dans ce monde, comme vous voyez l'Afrique subsaharienne notamment, où il y a un désert médical très important, avec notamment ce qu'on peut voir en Ouganda, en Somalie, au Burkina Faso, ou pire encore, au Rwanda, au Libéria, où il n'y a environ que 2 médecins pour 100 000 habitants. Et à cause de ce désert médical, on pourrait faire une autre carte de notre monde, qui est celle de la mortalité infantile, la mortalité des enfants de moins de 1 an. Et vous voyez qu'elle est totalement contraire, en fait, à celle de la densité médicale, avec une surreprésentation dans l'Afrique subsaharienne ou dans le sous-continent indien. Alors, on est réellement face à des inégalités. Certains pays ont beaucoup de médecins et peu de mortalité en général, et malheureusement d'autres pays où il n'y a pas de médecins et par conséquent une mortalité très haute. Alors, est-ce que les technologies du futur vont pouvoir en partie gommer ces inégalités? Sera-t-il possible peut-être à terme d'avoir des robots qui vont remplacer les médecins, qui auront toutes les connaissances, qui auront toute cette technologie et qu'on pourra construire en fait en quantité suffisante pour pouvoir peupler ces pays qui ont une faible densité médicale par des personnes comme ça. Alors bien sûr, c'est un peu futuriste, mais on va voir peut-être ce qu'on peut faire. Existera-t-il également des infirmières munies d'une petite roue et qui pourront se déplacer comme ça dans les zones les plus reculées de l'Atlas ou ailleurs, dans d'autres zones un peu désertiques, pour aller directement soigner des enfants ou des adultes? C'est la question qui se pose. Alors quand on regarde en fait sur Internet, on voit qu'il existe énormément d'outils de médecine digitale.
L'année dernière, une étude a montré qu'il y avait plus de 318 000 applications de santé qui sont disponibles, dont 40% à peu près pour la prise en charge directe de maladies. Mais en fait, quand on regarde plus en détail, il y a parmi ces 318 000 applications que 41 qui comptent 50% de l'ensemble des téléchargements et plus de 85% finalement ont moins de 5 000 téléchargements. Donc énormément de choses à disposition, mais très peu d'utilisation. Et pourquoi ? Parce que pour l'instant, ces applications ne répondent pas en fait à nos attentes et surtout ont montré très peu d'évidence sur l'impact sur la santé. Au-delà des applications, il existe également des dispositifs portables comme des montres, comme des ceintures, qui sont capables, par exemple, de mesurer la tension artérielle en direct, de prendre la fréquence cardiaque, de mesurer les signes vitaux et éventuellement de sonner lorsque ça dépasse des alarmes que vous aurez pu programmer. Dans certains domaines même, comme le diabète, ça évolue très rapidement et il existe maintenant des lentilles de contact qui peuvent mesurer directement la glycémie et informer votre pompe à insuline qui se trouve autour de votre taille sur la quantité d'insuline à délivrer en fonction de la glycémie. Donc les choses avancent très très vite, mais il faut encore qu'on puisse démontrer de façon claire leur utilité. Lorsqu'on regarde toutefois l'évolution entre 2015 et 2017, d'applications sur la gauche de ce graphique qui montre en fait ce qui est plutôt du bien-être, comment mieux vivre, comment mieux se comporter pour vivre plus longtemps, on voit quand même une certaine diminution de 73% à 60% avec des applications plutôt sur le style de vie, sur l'exercice, le fitness ou sur la nutrition. Mais en revanche, et ça c'est sur la partie droite du diapo, vous voyez qu'il y a une augmentation de près de 50% de nouvelles applications qui traitent réellement de maladies spécifiques ou alors qui peuvent donner des conseils aux femmes pour qu'elles soient enceintes, pour la santé globale des femmes, également pour l'utilisation des médicaments, quels sont les médicaments qui ne s'accordent pas entre eux. Enfin bref, il existe plein de petites choses qui peuvent être retrouvées sur votre téléphone portable et qui peuvent vous améliorer peut-être votre santé. Toutefois, ce qui fera, à mon sens, la grande révolution dans ces prochaines années, c'est réellement l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? En fait, c'est un ensemble des théories et des techniques qui sont mises en œuvre pour réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'elles sont capables d'anticiper, de connecter les choses, de réfléchir, de s'adapter. Et toutes ces technologies, en fait, c'est plus constitué qu'une discipline autonome constituée. Ici, je veux vous montrer le premier exemple qui a été publié d'un très bon journal, les Annals of Oncology, où ils ont comparé les performances d'une machine qui contenait de l'intelligence artificielle par rapport à un groupe de 58 dermatologues. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont entraîné un programme d'intelligence artificielle à reconnaître des mélanomes et puis des névus cutanés avec donc des images prises avec un dermoscope. Plus de 100 000 images ont été mises dans ces programmes d'intelligence artificielle pour apprendre au programme à distinguer un mélanome d'une lésion bénigne. Ensuite, ces auteurs ont pris 300 nouvelles images de lésions cutanées que ce système n'avait pas testées. Il n'avait pas été entraîné avec ces images. 300 nouvelles images dermatologiques de névus ou de mélanomes qu'ils ont soumis donc à la machine. Et puis également 100 images, alors beaucoup plus complexes, qui ont également été données à analyser au système et comparées donc au diagnostic qui a été rendu par 58 dermatologues de 17 pays différents. Parmi ces 58 dermatologues, 30 étaient considérés comme des experts parce qu'ils avaient plus que 5 ans d'expérience.
11 étaient considérés comme déjà bien formés parce qu'ils avaient entre 2 et 5 ans d'expérience, et puis 17 étaient des débutants avec moins de 2 ans d'expérience. Alors, qu'est-ce qu'a montré, en fait, les résultats? Si on commence par la droite, je vais me déplacer peut-être ici, je parle un peu plus fort, mais vous voyez que la machine, que ce soit sur le test des 300 premières photos, il y avait une précision de plus de 98% pour distinguer un mélanome d'un névus bénin. Et lorsqu'on prenait, c'était sur la droite, les 100 photos les plus complexes de ces lésions, eh bien, à plus de 95%, la machine était capable de distinguer un mélanome d'une lésion bénigne. Lorsqu'on prend ici, lorsqu'on prend ici les experts, eh bien, on regarde la sensibilité et elle était aux alentours. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que par chance, mais les experts étaient un peu meilleurs que les débutants, mais pourtant, eux ne réussissaient à peine à 89%, 85% et 82% de faire la différence entre un mélanome et un névus bénin. De même, la sensibilité était beaucoup plus basse, c'est-à-dire que la machine, très clairement, était plus performante qu'un dermatologue pour faire cette distinction. Les auteurs ont conclu donc que l'intelligence artificielle, c'est un réseau de neurones, a manqué moins de mélanomes, c'est-à-dire donc avait une plus grande sensibilité que les dermatologues. Et surtout, ils ont moins souvent diagnostiqué des lésions bénignes prises pour des mélanomes et donc qui nécessitaient une intervention. Donc augmenter la sensibilité et diminuer le risque d'avoir des interventions chirurgicales pour rien. Donc c'était la première démonstration dans la littérature que l'utilisation de l'intelligence artificielle était supérieure aux médecins dans ces situations-là. Alors, ça pourrait peut-être être utilisé pour la politique et vous voyez ici, demain, on peut même imaginer des robots ministres. Et il y a M. Macron qui dit « Ah, il y aurait des ministres plus intelligents que moi ». Ça semble l'inquiéter, mais je ne pense pas que ce soit la même chose pour les médecins. Je ne pense pas qu'on doit craindre l'intelligence artificielle, mais c'est un outil supplémentaire dans notre arsenal, dans certaines situations de maladies rares auxquelles on est peu exposé, et des machines qui, elles, apprennent à reconnaître ces maladies rares pourraient considérablement nous aider. Nous avons donc essayé nous-mêmes de développer, je vais vous montrer, quelques outils basés sur l'intelligence artificielle comme service aux populations. Vous savez tous que les maladies respiratoires en général représentent un fardeau immense en termes de santé publique. Chez les adultes, plus de 65 millions de personnes souffrent de bronchopneumopathie chronique obstructive, les BPCO, et causent plus de 3 millions de décès par an. C'est la 3e cause de décès dans le monde. Et pour nous qui sommes pédiatres, nous le savons bien, il existe plus de 330 millions de personnes qui souffrent d'asthme. C'est la maladie chronique la plus fréquente de l'enfant, avec une prévalence selon les pays qui varie entre 10 à 14%. Et j'en parlais encore avec une de vos pneumopédiatres avant de commencer, qui remarquait également l'augmentation de l'asthme chez les enfants. Et de façon générale, les maladies respiratoires sont responsables de plus de 10% de toutes les années de vie en bonne santé perdues, c'est-à-dire que c'est un calcul qui estime la quantité d'années de vie active et productive perdues à cause de conditions respiratoires. Si même on regarde en termes de coûts, les coûts des maladies respiratoires sont absolument inimaginables. Chaque année, dans l'Union européenne, dans les 28 pays de l'Union européenne, simplement les COPD, enfin les bronchopneumopathie obstructive ou l'asthme représentent quasiment 200 milliards d'euros. Si vous rajoutez les apnées obstructives du sommeil, la mucoviscidose, les pneumonies, le cancer du poumon, etc., on arrive même à quasiment
380 milliards d'euros de coûts. Dans les pays du Sud, la situation la plus préoccupante pour les enfants, c'est naturellement les pneumonies. Comme vous le savez, chaque année, plus d'1 million d'enfants meurent de pneumonie dans les pays à faible revenu, principalement en raison d'un mauvais diagnostic qui est posé par des agents de santé. Comme on a dit, à cause du désert médical, ce ne sont pas les médecins qui vont traiter ces enfants, mais des agents de santé qui apprennent un peu le métier sur le tas et qui n'ont pas les compétences de faire de bons diagnostics. Alors soit ils traitent tous les enfants avec des antibiotiques dès qu'il y a un peu de toux et de fièvre et il y a des bactéries qui deviennent résistantes, ou alors ils ratent le diagnostic, ce qui amène au décès d'un grand nombre d'enfants. C'est la raison pour laquelle l'UNICEF et l'OMS ont lancé un réel cri d'alarme il y a quelques années en demandant aux chercheurs de développer des outils diagnostiques faciles à utiliser qui puissent différencier une pneumonie bactérienne d'autres conditions virales. Et c'est vraiment dans ce but-là que nous nous sommes lancés pour développer donc de nouveaux appareils impliquant l'intelligence artificielle. Alors comment est-ce qu'on peut diagnostiquer une pneumonie? Eh bien sûr, il y a d'abord les signes généraux, l'état général, la fièvre, la fréquence respiratoire, les efforts respiratoires. L'auscultation est très importante, elle permet souvent de distinguer un asthme ou une pneumonie. Et puis, dans les pays à plus fort revenu, on a d'autres tests comme des tests sanguins, l'utilisation d'expectoration chez l'adulte ou des radiographies du thorax. Mais naturellement, dans ces pays du Sud, ces technologies-là manquent. Parfois, on peut avoir l'oxymétrie, mais tout est basé principalement sur les signes respiratoires et notamment sur l'auscultation. Alors, il y a plus de 200 ans, René Laennec découvrait ou inventait le stéthoscope pour faire ses auscultations. En 2016, on a maintenant des stéthoscopes électroniques qui sont capables d'enregistrer les bruits pulmonaires et éventuellement, pour de la télémédecine, de les envoyer à distance à un médecin qui peut écouter ces bruits et dire « ça, c'est plutôt des sifflements, ça, c'est plutôt des ronquis, ça, c'est plutôt des crépitants » et conseiller. Le seul problème, bien sûr, c'est qu'il faut que ces appareils puissent être branchés sur le Wi-Fi. On n'a pas ça du tout partout. Il faut que le médecin puisse être disponible pour répondre aux questions éventuellement d'un confrère dans une zone reculée. Bref, de très nombreuses limitations à ce système-là. Ah, ben il n'y a pas la musique, c'est pas grave. Mais c'était pour vous montrer. Je ne sais pas si on arrive à la mettre. Non, ça ne marchera pas. Mais nous nous sommes basés. Bon, peu importe. La technologie, vous voyez, du futur nous réserve quand même quelques surprises. Mais je ne sais pas, pour ceux d'entre vous qui connaissent le programme Shazam, n'est-ce pas? Shazam, donc, vous écoutez une musique, vous ne savez pas ce que c'est, vous prenez votre appareil téléphonique et cet appareil-là, Shazam, permet en temps réel d'analyser la musique qui passe et de la relier en temps réel avec le nom de l'auteur et le titre de la musique. Eh bien, pourquoi nous ne pourrions pas faire pareil avec une pneumonie où on irait écouter le son pulmonaire, l'analyser en temps réel et vous dire il s'agit des crépitants d'une pneumonie lobaire et donner des conseils dans ce cas-là pour le traitement. Donc nous nous sommes basés sur une technologie un peu proche de Shazam, donc associer des spectres acoustiques avec un diagnostic. Pour cela, naturellement, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faut pouvoir enregistrer ces signes, nettoyer un tout petit peu ces données parce qu'il y a toujours un certain bruit de fond, analyser les spectres audio et donner un diagnostic. Nous avons donc utilisé pour l'instant un appareil qui est commercial, c'est celui que je vous montrais, qui analyse les sons, mais développé également un programme d'intelligence artificielle qui permet donc de faire la reconnaissance de ces bruits. Pour cela, on a enregistré chez les enfants 4 foyers antérieurs et 4 foyers postérieurs. Et ensuite, il faut naturellement entraîner le système. Donc, on a dû labelliser ces sons en temps inspiratoire, temps expiratoire, temps inspiratoire, temps expiratoire. Et puis également dire les bruits qui se retrouvent ici en expérium, ce sont des sibilants ou ce sont des ronquis, etc.
Et donc, on a entraîné continuellement, avec plus de 5000 enregistrements, un programme d'intelligence artificielle que nous avons développé. Parallèlement, toutes les données cliniques de ces enfants étaient revues par 2 experts pneumopédiatres qui, en fonction de la clinique, de la radiologie, de la bactériologie, nous disaient « voilà le diagnostic, c'est viral, c'est bactérien ». Et on a comparé les compétences du programme d'intelligence artificielle avec l'avis de nos experts. Donc, dans cette étude-là, nous avons inclus 90 enfants, 67 présentaient des pathologies pulmonaires, 23 étaient des contrôles, certains ont dû être exclus parce que le son était vraiment trop mauvais ou enfin ne correspondait pas aux critères, et nous avons pu analyser 54 patients et bien sûr 23 contrôles parce que même comme vous le savez bien, chez un enfant sain, on entend du bruit à l'auscultation pulmonaire, il faut pouvoir soustraire ces bruits pour vraiment repérer que ce qui est pathologique. Et au total, nous avons eu 30 enfants avec des bronchiolites ou des pathologies obstructives, 20 avaient des pneumonies avec consolidation radiologique, 4 étaient des pneumonies purement virales, et puis les contrôles. Nous avons donc pu analyser plus de 2700 temps inspiratoires, 2800 temps expiratoires, près de 1000 phases où il y avait un expirium prolongé, des wheezing, donc des sifflements expiratoires dans plus de 300 cas, des sibilants, des ronchis, pardon, dans 300 cas, des crackles dans plus de 1000 cas, etc. Donc on a vraiment entraîné notre appareil à reconnaître ces bruits. Et puis, parmi nos experts, on voulait être sûr que les deux avaient posé les mêmes diagnostics. On avait une corrélation entre nos 2 experts pour les pneumonies consolidées de l'ordre de 90% et 80% dans aussi la segmentation des sangs. Ici, vous avez l'air sur la courbe, c'est-à-dire l'intégration de la sensibilité, de la spécificité de la technique, 3 techniques, si vous voulez, d'intelligence artificielle. Et vous voyez qu'avec le lasso, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces programmes d'intelligence artificielle, déjà je ne les comprends pas, mais on permettait de distinguer dans 100% des cas les enfants sains des enfants avec des bruits pathologiques. Jusque-là, c'est assez facile. Mais lorsque nous avons comparé ces programmes d'intelligence artificielle pour les comparer entre des pneumonies avec consolidation ou bien des pathologies obstructives, on arrivait à distinguer, grâce à l'analyse de ces sons, enfin l'appareil lui-même, avec une spécificité et sensibilité, une aire sur la courbe de près de 85%, 0,85. Donc déjà, dans plus de 8 cas sur 10, l'appareil était capable de distinguer une pneumonie d'un problème obstructif. On peut ensuite faire ce qu'on appelle des matrices de corrélation en fonction de tous les paramètres qu'on a enseignés à la machine, de regarder ce qui corrèle le plus avec une pathologie. Simple, s'il y avait de la fièvre, de la toux, eh bien, il y avait peu de chances que le patient soit sain. Si au contraire, il y avait un expirium prolongé, qu'il y avait des sibilants, eh bien, ça correspondait beaucoup plus, vous voyez, c'était ces carrés jaunes, à des problèmes obstructifs. Et s'il y avait des souffles tubaires, des frictions pleurales, c'était beaucoup plus souvent associé avec des pneumonies bactériennes. Donc maintenant, ce qu'il faut pour l'intelligence artificielle, c'est de plus en plus souvent entraîner la machine. Si vous avez 100 patients, comme on avait là, près de 5000 auscultations au cycle respiratoire qui ont été analysées, c'est bien. Si vous en avez 100 000, c'est encore beaucoup mieux. Donc nous avons lancé en fait une étude dans les pays du Sud, parce qu'aussi on ne sait pas si les sons pulmonaires chez un enfant peut-être qui est mal nourri a les mêmes caractéristiques que chez nous. Donc nous avons lancé dans les pays du Sud, au Brésil, au Venezuela, au Sénégal, au Burkina Faso, en Zambie et au Népal, une très grande étude pour analyser plus de 300 000 cycles respiratoires avec notre programme d'intelligence artificielle. Et ce que nous sommes en train de développer en parallèle,
c'est un nouveau type de stéthoscope. Vous voyez, ce n'est plus du tout le stéthoscope qu'on l'imagine, qu'on met dans les oreilles. Il s'agit ici simplement d'un petit enregistreur qui est branché directement sur votre portable. Il est alimenté par la batterie du portable, donc il est totalement autonome, pas besoin de batterie, pas besoin d'énergie solaire. Il s'alimente par la batterie. Ce qu'on veut, c'est autonome et intelligent, c'est-à-dire qu'il peut vous aider au diagnostic, sans batterie, communique sans Wi-Fi. Il peut donner un diagnostic immédiat et puis il peut être directement utilisé par un smartphone et une tablette. Le concept est celui-là, donc on a déjà les premiers prototypes. C'est ce stéthoscope qui se branche sur n'importe quel type de smartphone, qui enregistre les bruits, qui est analysé par le programme d'intelligence artificielle qui est à l'intérieur de ce téléphone et qui, à la fin, peut vous donner des indications comme la fréquence respiratoire, la présence de ronquilles, etc. Pour les agents de santé ou pour les personnes qui ne sont pas très entraînées et en fait à l'auscultation et qui feraient des mauvais diagnostics, eh bien ces techniques-là permettraient non seulement de donner la fréquence respiratoire, conseiller sur un diagnostic et s'il appuie sur ce bouton bleu, eh bien il peut donner une recommandation pour un traitement contre l'asthme ou pour le traitement de la pneumonie parce que naturellement, à l'intérieur de ces petits ordinateurs que sont nos téléphones, on peut également donner des conseils sur les traitements, sur le suivi des enfants. Donc vraiment une aide pour les personnes qui seraient les plus démunies. Donc on imagine tout à fait dans les pays du Sud, en Asie, en Afrique, où il y a ces déserts médicaux, d'avoir ces petits appareils qui à terme pourront peut-être pas remplacer le médecin, mais en tout cas aider les agents de santé à poser de meilleurs diagnostics. Ce qu'on développe aussi en parallèle, c'est de la médecine personnalisée. On a parlé que l'asthme est la maladie chronique la plus fréquente de l'enfant. Eh bien, ce que nous sommes actuellement en train de faire, c'est d'enregistrer les sons pulmonaires des enfants asthmatiques en dehors de toute crise. Et cet appareil est capable de garder en mémoire, n'est-ce pas, le spectre acoustique des sons d'un enfant qui ne présente pas de crise asthmatique. Dès qu'il va présenter des problèmes respiratoires, eh bien, il peut prendre son petit téléphone avec le micro, le poser sur sa poitrine et le programme est capable de calculer la différence par rapport à son tracé de base. Est-ce que la fréquence respiratoire est augmentée? Est-ce que le rapport inspiro-expiratoire est également différent? Est-ce qu'il y a la présence de sibilance? Et si c'est oui, pouvoir conseiller aux parents, si c'est très grave, rendez-vous chez votre médecin ou à l'hôpital. Si ce n'est pas trop grave, commencez votre traitement à domicile. Et une fois que l'enfant commence son traitement, 20 minutes après, il peut reprendre son téléphone, il se réausculte et le téléphone peut de nouveau calculer, savoir s'il y a eu une amélioration de ses paramètres respiratoires par rapport au moment de la crise et si ça se rapproche de son élément de base. Parallèlement, nous sommes en train de développer ça aussi pour les BPCO chez l'adulte. Donc ce n'est pas vraiment un appareil qui vous donnera un diagnostic, mais plutôt une aide sur le traitement ou une orientation en fonction de la gravité des symptômes. Bien sûr, il existe les sons pulmonaires, mais ce que nous sommes en train de développer aussi, ce sont les auscultations cardiaques. Nous avons monté une étude chez nous et parallèlement également au Cameroun, où nous essayons simplement de pouvoir faire de la détection précoce des cardiopathies congénitales. Enregistrer le bruit d'un cœur et dire « il y a la présence d'un souffle », oui ou non, ça c'est déjà une bonne chose, parce que si c'est oui, c'est référé chez le médecin rapidement. Et puis, plus tard, nous espérons même pouvoir savoir s'il s'agit d'un souffle d'insuffisance mitrale, de sténose aortique, puisque tous ces souffles ont des caractéristiques acoustiques différentes et on peut apprendre ça à ces programmes d'intelligence artificielle. Ce qu'on nous a dit également, c'est est-ce qu'on pourrait éventuellement utiliser ces nouveaux appareils pour faire des monitorings des bruits cardiaques photos et un suivi de la grossesse, de nouveau dans ces pays où la densité médicale ne permet pas un suivi correct des grossesses. Alors voilà, ça paraît peut-être un tout petit peu futuriste, mais il faut savoir que ça avance très vite, qu'on est capable de pouvoir entraîner ces machines,
que nous avons des premiers prototypes qui fonctionnent assez bien, qui doivent être perfectibles, il n'y a aucun doute, mais nous avançons en tous les cas là-dessus. Voilà, donc j'en arrive déjà aux conclusions pour vous dire réellement que les nouvelles technologies médicales pourraient contribuer à l'amélioration de la santé globale en apportant dans les zones reculées des outils d'aide au diagnostic, de conseil également, en fonction de ce qui a été enregistré et découvert. Ces conseils peuvent être donnés directement aux familles pour les orienter vers le meilleur endroit pour les soins, et également pour les agents de santé dans des endroits très reculés et les conseiller même sur le type de traitement, sur la posologie, sur comment suivre une maladie, etc. Bien sûr, les conditions de la réussite de ce programme d'intelligence artificielle pour les pays les moins bien dotés en médecins, ce sera la fiabilité, l'autonomie et aussi un coût naturellement abordable. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. S'il y a des questions. Merci Alain pour cette très intéressante communication, cet exposé qui nous plonge un petit peu, qui nous emmène. Vous travaillez très bien en Suisse, donc j'espère que ça va arriver très vite chez nous et qu'on pourra en profiter. On va prendre des questions dans la salle. On va ouvrir cette discussion. En fait, ça peut être une conférence, mais comme on a un petit peu de temps, on va se donner, si vous avez des questions sur le futur ou sur ces techniques, cet appareil. Khalid Benani. Professeur Gervais, j'ai assisté à une conférence sur un peu le même thème il y a un mois à Casablanca, mais qui était axée sur la génétique, la robotique, l'intelligence artificielle, mais qui ouvrait sur des pays riches, sur une médecine du futur axée sur pas mal sur la richesse. J'ai beaucoup apprécié le fait que cette recherche aille vers ces pays pauvres, et je trouve que c'est extraordinaire ce qui est fait, et on aimerait bien être tenu au courant de ce qui se passe. C'est plus un commentaire qu'une question. Merci mon ami. Bien sûr, notre objectif premier était de répondre en fait à l'appel de l'OMS qui demandait de lutter contre la pneumonie et de développer des outils. Mais après, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle de la reverse technology, c'est-à-dire ce qui est développé pour le Sud pourrait aussi tout à fait être utile dans les pays du Nord, les pays un peu plus riches. Et c'est pour ça qu'initialement, si nous nous étions branchés sur les pneumonies ou les cardiopathies qu'il faut détecter rapidement, eh bien, comme on le voit, même ces technologies-là peuvent être remontées dans le Nord pour l'asthme, pour de contrôle par les parents à domicile, etc. Et là, je lance un appel, s'il y a des centres, alors c'est peut-être difficile au cabinet privé parce qu'on n'a pas beaucoup d'appareils, mais s'il y a des centres de pneumologie qui aimeraient utiliser ça et nous aider à créer des banques de données, parce que plus on aura d'enregistrements et meilleure sera la qualité de l'outil. S'il y a des centres ici au Maroc qui sont intéressés par ces technologies, on peut tout à fait leur fournir les computers, ces enregistreurs, etc., pour nous aider à monter une banque de données internationale. Merci. Merci Alain, je pense que nous allons lancer l'appel dans ce sens. Voilà, merci. Donc nous allons passer à la prochaine communication.